Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait un tag d'écriture, le tag Author Origin. C'est un tag qui permet de donner un peu mon processus d'écriture, qui explique d'où je viens et comment j'écris, comment je travaille. Donc je trouve que c'était un des principaux tags à faire pour commencer. Je vais mettre dans la description l'origine de ce tag si jamais je la retrouve. J'ai en tout cas probablement trouvé ce tag sur la chaîne d'About Estelle. C'est là où je trouve à peu près tous mes tags d'écriture parce qu'elle en a fait quand même beaucoup. Et je suis un petit peu comme elle, j'aime beaucoup les tags, donc les tags d'écriture, je pense que je vais en faire un certain nombre. J'aime bien ça, ça me permet de parler d'écriture, ça me permet de parler de mes textes. Et je voulais justement en profiter pour dire que Nina est remontée dans le top 10 de Doors ces derniers temps. Elle a été lue par quelqu'un qui a laissé un commentaire super gentil sur la série. Et ça fait très plaisir et je tenais à le montrer dans cette vidéo parce que j'étais vraiment toute contente après ça et il faut pas négliger ce genre de choses. Commenter les textes d'un auteur, ça fait extrêmement chaud au cœur. Et même si j'ai eu beaucoup de commentaires très gentils sur Nina, un de plus, ça fait toujours super plaisir. Donc le commentaire, j'ai vraiment adoré. 3 points d'exclamation, direct dans mon top 5, rien à redire. Les personnages sont attachants et l'histoire captivante. Je recommande 3 autres points d'interrogation. Ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup pour ce commentaire et merci d'avoir lu Nina. Si jamais il y a une question dans ce tag qui parle de ce genre de choses, je vous le redirai, mais ça fait partie des textes dont je suis le plus fière. Petit 1, backstory. Quand et pourquoi as-tu commencé à écrire? Quel âge avais-tu? Dans quel genre as-tu commencé à écrire? J'ai commencé à écrire à l'âge de 13 ans. Je ne sais pas si l'univers n'a pas carrément été créé à partir de l'âge de 12 ans parce que j'ai commencé à m'inventer une histoire avec un univers, de la magie et je m'inventais des pouvoirs magiques. Donc évidemment l'héroïne était basée sur moi, en mieux, en plus jolie, en plus puissante et en moins timide. Donc j'ai commencé à écrire cette histoire complètement dans le genre surnaturel, quand je me suis rendu compte qu'elle commençait à prendre beaucoup d'ampleur dans mon esprit et que ça pouvait ressembler à une véritable aventure. Et comme je lisais beaucoup à l'époque, ce n'était pas complètement fou pour moi de me lancer là-dedans. De toute façon, quand j'étais toute petite, j'écrivais déjà des petits livres sur des bouts de papier que j'agrafais ou que je scotchais entre eux. J'en ai quelques exemples ici, je les ai montrés lors de mon bookshelf tour. Voilà, j'avais écrit ce genre de texte, bien rempli, hein, et j'avais toujours des histoires magique. Donc ça, c'est des exemples de ces textes que j'écrivais quand j'étais toute petite, mais le vrai roman que j'ai commencé à écrire, c'est à l'âge de 13 ans, et il s'agit de ma petite trilogie qui se trouve là. Donc vous avez le premier tome ici, le ranch de Darwin, avec les 4 éléments ici. Ça, c'est une impression que j'ai faite sur Colibri. Le livre n'est pas du tout achetable en ligne, hein. Jamais il ne le sera d'ailleurs, parce que c'était un texte de gamine. C'est juste moi qui voulais disposer de ce texte et je les ai donc fait imprimer. Question de protagoniste. Comment était ton premier personnage principal? Comment tes goûts muses ont évolué depuis? Comme je le disais, il s'agit d'un personnage qui était basé sur moi, sur ma propre vie, sur mon propre physique. C'était une Marissou, donc un personnage tout puissant qui était parfait, que tout le monde aimait. Elle avait aucun défaut. On va dire que les seules choses qui lui arrivaient dans sa vie, c'était de la pure malchance et aussi des mésaventures liées au fait qu'elle se retenait d'être trop puissante pour ne pas prendre de risques, que ce soit pour être démasquée ou parce qu'elle ne voulait pas trop en faire, trop se fatiguer. Donc elle se restreignait et en se restreignant, du coup, elle se mettait en danger, bien sûr. Et c'était vraiment les seules choses qui créaient les péripéties de cette histoire. Par contre, c'est totalement des défauts si je relis et que je vois que elle a décidé de se faire des potes et qu'elle allait se trouver un sorcier non loin de chez elle parce qu'elle pensait que c'était un magicien et qu'elle a décidé d'aller lui rendre visite. Évidemment que elle est complètement naïve et voilà, on peut toujours lui trouver des défauts, mais en réalité, à l'époque où je l'ai écrit, pour moi, elle était parfaite. Comment mes goûts ont évolué depuis, je ne sais pas si ce sont des goûts qui ont évolué ou simplement le fait que je me suis mise à me diversifier. Je dirais que mes personnages ne sont jamais vraiment les mêmes, que j'essaye autant que possible de les faire différents, que j'essaie de leur donner une personnalité, de ne pas trop m'illustrer dans mes romans parce que j'aime bien l'idée de vivre une vie à travers un personnage qui n'est pas moi et de leur créer des goûts, une manière d'être, une manière de vivre et de créer de toutes pièces des convictions qui ne sont pas forcément les miennes. Bref, j'essaye autant que possible de me distancer de moi-même, justement parce que je ne vois pas du tout l'intérêt de ne parler que de moi, de ne faire que m'illustrer dans mes livres, et je pense que c'est un manque d'imagination d'ailleurs de le faire. On peut donc dire que je suis passée du fantastique pur à de la science-fiction un petit peu, et également à de la dystopie, dans un monde à peu près contemporain, on va dire.
ou futuriste. J'ai évolué dans ce sens-là au niveau des genres et j'ai évolué au niveau de la création de mes personnages puisque j'essaye autant que possible de faire des personnages variés qui sont pas tous les mêmes, qui n'auraient pas tous la même façon de s'exprimer, les mêmes idées, les mêmes réactions, mais ça reste quand même vachement difficile et je pense que j'ai encore de quoi travailler là-dessus, même encore maintenant, parce que quelque part quand j'écris une romance, j'écris une alchimie entre deux personnages que j'aime bien voir, donc du coup j'écris quand même une romance telle que moi je les aime, et donc peut-être que j'ai des motifs qui vont se répéter, que les personnages vont toujours avoir les mêmes réactions, que les situations vont toujours être les mêmes. Je ne sais pas, je pense que je jugerais mal de ça en tant qu'autrice de mes propres textes, mais c'est très possible. En tout cas, j'essaye, autant que faire se peut, de varier. Petit 3, antagoniste. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu? À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance? Alors, je vais vous le dire tout de suite, j'ai extrêmement rarement eu des pertes de confiance et des échecs parce que toute ma vie, mes parents et mes proches m'ont soutenu et m'ont dit que c'était super ce que je faisais et que je devais continuer. Ils m'ont jamais dit « Ah, t'as écrit le roman du siècle, va vite l'envoyer en maison d'édition », mais ils m'ont dit « C'est trop bien que t'écrives, surtout n'arrête jamais d'écrire ». Bref, j'avais ça dans la tête non-stop et je n'ai pas particulièrement le sens de la contradiction, donc j'ai toujours fait ça parce que ça me semblait normal et qu'on m'avait toujours dit de le faire, on m'avait toujours dit surtout n'arrête jamais d'écrire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc., etc., etc. Et effectivement, avec le temps, alors que je mets parfois des années à écrire un roman, ou en tout cas je mettais des années à écrire un roman, malgré ça, je me suis améliorée d'une manière drastique d'année en année, et c'est comme ça pour tout le monde. Donc je ne me suis jamais arrêtée, et je n'ai jamais eu la sensation que j'écrivais quelque chose de absolument mauvais, je savais juste que j'écrirais systématiquement quelque chose de meilleur la prochaine fois, et j'étais à peu près dans cette idée-là. Mais il y a eu deux petites choses. Le problème c'est que je n'avais pas de bêta lecteur. J'avais très rarement des amis qui lisaient, qui ne me disaient rien de méchant. Ma mère jugeait énormément la forme, donc elle me disait mais pourquoi tu utilises ce mot? Normalement quand on utilise tel autre mot c'est ça qu'on utilise comme verbe, et donc pourquoi tu utilises cet autre verbe? Donc elle était beaucoup dans la critique de la forme, même si elle n'était pas excellente au niveau de la correction éditoriale d'un roman, hein, je veux vraiment à proprement parler, elle corrigeait surtout les acceptions des mots et évidemment l'orthographe si j'avais des fautes qui traînaient par-ci par-là, mais j'ai toujours été assez bonne en orthographe donc il n'y avait pas trop de problème de ce côté-là. Mais en dehors des acceptions des mots, j'avais pas vraiment de correction de ce côté-là. Et mon père, lui, n'a pas trop lu mes romans au début, il les lisait pour m'encourager plus qu'autre chose. Mais un jour, j'ai décidé de proposer un texte en bêta lecture. Je l'ai proposé à un ami auquel j'avais fait une grosse bêta lecture de type correction intensive sur le groupe bêta lecture de Facebook. Je me souviens que ce texte que j'avais écrit, c'était une nouvelle ratée, c'est-à-dire que je devais écrire, je crois, 15 000 signes pour le concours Femmes Actuelles ou un truc comme ça, et j'ai écrit 15 000 mots. Alors oui, je suis distraite comme ça, donc j'avais regardé sur Scrivener combien ça faisait 15 000 quelque chose, et j'avais vu mots, et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai vu que c'était des mots que je regardais, et j'ai calculé, je trouvais que ça faisait beaucoup, je me disais ah c'est cool, je vais pouvoir caser un certain nombre de choses, et du coup j'ai commencé à faire un synopsis. Alors c'était vraiment à l'époque où j'avais commencé à travailler sur synopsis, donc j'ai travaillé tout un tas de trucs. Je voulais parler d'un personnage qui dénonce les malheurs dans le monde, les horreurs et les trucs comme ça, et du coup j'avais une alternance en fait entre l'histoire de cet adolescent qui voulait écrire et qui écrivait à chaque fois des histoires différentes, et à chaque fois il écrivait donc une première histoire sur un super héros africain qui se faisait couper les bras et c'était ultra gore. J'avais lu une histoire vraie en fait dans un texte qu'on avait étudié en histoire sur un pauvre gamin de 6 ans qui s'était fait couper les bras par d'autres gamins dans l'armée des enfants soldats et tout. Enfin c'était horrible mais c'était réel en fait, et je me souviens que j'avais voulu mettre ça en pratique. Enfin bref, j'étais partie dans un délire complet, hein. Franchement ce texte était horrible, vraiment juste horrible, parce que j'ai voulu dénoncer des trucs dont j'avais déjà entendu parler, que je savais qui étaient réels, que je savais qui existaient, donc et j'avais pris des trucs au pif comme ça et j'avais créé 3 histoires à partir de ça. Et donc ce personnage il savait pas quoi faire de ces histoires, il était amoureux d'une fille à l'école et cette fille finalement elle était intéressée par lui aussi. À la fin il finit par assembler les 3 histoires. Donc la première histoire c'était ce personnage qui perd ses bras et puis finalement il est aidé par un genre de sorcier africain, et puis ses bras repoussent, et puis après il part, je sais plus, aux États-Unis, puis il trouve une famille d'accueil, et il est pas trop bien traité dans sa famille d'accueil, et puis il y a un petit chien dans sa famille d'accueil qui un jour disparaît, enfin bref. Et dans la deuxième histoire, il y avait cette personne qui s'appelle Léo, et qui était aveugle, un vieux personnage, et un jour, on l'a abandonné, la famille est partie, et il s'est retrouvé abandonné dans cette maison, et du coup il essaie de trouver de la nourriture, il défonce un peu toutes les portes d'armoire et tout en tâtant machin, il essaie de trouver de la nourriture, il mange.
il s'en va vers la ville et puis il trouve un SDF dans la ville et puis il se met à côté de lui et puis il décide de faire la manche avec lui et puis un jour le SDF meurt et puis enfin c'était assez glauque comme truc et au final on a cette troisième histoire où c'est une jeune femme qui vient du futur et qui a créé une machine incroyable qui permet, je suppose, de voyager dans le temps, je me souviens plus. Et donc du coup tout le système de sécurité qui permet aux gens en fait de s'authentifier pour pouvoir passer d'un endroit à un autre au sein de la ville, en fait il la refusait complètement, il l'avait un peu bannie et du coup en fait où qu'elle aille elle était retrouvée et le gouvernement voulait sa peau et du coup elle a fini par utiliser son propre appareil pour partir dans le passé. Je suis désolée si je raconte toute l'histoire, mais c'est juste pour montrer à quel point c'était du n'importe quoi et du coup elle arrive dans le passé et là elle va rencontrer. Et c'était la fameuse quatrième histoire qui en fait regroupait les trois précédentes. Elle rencontre donc cet homme qui était en fait un espèce de super-héros africain qui avait tiré ses pouvoirs du mec qui l'avait aidé à faire pousser ses bras. Ce mec, il est à la recherche de ce petit chien qu'il a perdu dans sa famille d'accueil. Et en fait, ils voyagent tous les deux et il s'avère que le petit chien c'est Léo. Et sauf que c'est pas dit pendant toute la deuxième histoire, c'est pas dit. Donc c'était vraiment probablement le seul truc bien que j'avais fait de toute l'histoire. C'était cette petite effet de surprise où en fait on pense qu'on suit un vieux personnage qui est perdu, qui est aveugle, qui sait pas où il est et tout, puis qui fait la manche, et au final c'est un petit chien en fait à chaque fois. Après les deux héros retrouvent le petit chien et ils se retrouvent tous les trois ensemble, et bon... Enfin bref, ça partait dans tous les sens. Le personnage qui écrit ces histoires, il se rend compte que la fille qu'il aime, elle essaie de sauver un petit chat, qui va se faire adopter par en fait un mec qui possède des serpents, et elle sait très bien que le petit chat va se faire gommer par les serpents, parce qu'en fait il y a des gens qui possèdent des serpents et qui viennent demander des dons de chatons quand des gens donnent des chatons gratuitement contre bon soin, ce genre de truc. Et du coup, le type allait demander à une dame un chaton. Et elle avait fait sa petite enquête, elle avait vu, la gamine, que le chaton il allait finir dans le gosier d'un serpent. Et du coup, elle voulait absolument adopter ce chaton, sauf que sa mère était allergique. Et donc au final, le héros a décidé d'adopter le chaton. Voilà, je sais même plus quel était le thème de la nouvelle pour que j'écrive un truc pareil. Voilà pourquoi je vous ai raconté tout ça, c'est que j'ai proposé cette histoire à la bêta lecture à cet ami qui a lu et qui a été dégoûté par en fait les scènes où le type y perd ses bras. Il m'avait dit mais déjà c'est beaucoup trop gore, ensuite c'est beaucoup trop ci, ensuite c'est beaucoup trop ça, il avait que des critiques à la bouche. Et moi qui n'avais jamais fait lire mes textes par personne, et qui en plus, je crois que j'avais essayé en plus un autre style d'écriture, c'est-à-dire que je saurais pas vous décrire, mais j'avais essayé d'écrire différemment. Je crois que j'étais plus dans l'insistance, avec des répétitions forcées, et des... Bref, j'avais fait n'importe quoi. Quand j'ai découvert son avis, je me souviens que ça m'a fait un choc, et que je me suis dit, mon Dieu, est-ce que je devrais continuer d'écrire? Et là, c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai pensé ça, et où j'ai commencé un peu à lui dire, mais si je suis pas capable de voir que j'écris un truc aussi mauvais, parce qu'en fait quand je lui ai donné j'avais un peu d'espoir que c'était ok quoi. Je l'ai écrit, j'étais dans le vif, j'étais à chaud, je lui ai donné ça, et quand il a eu ce rejet monstrueux de tout le texte, je me suis dit ok, je suis incapable de savoir si j'écris un truc bien ou pas. Donc si je suis incapable de le savoir, il faut que j'arrête en fait. C'est vraiment la seule fois, évidemment je n'ai jamais arrêté d'écrire et je n'arrêterai jamais, sauf si vraiment il m'arrive un truc grave, mais c'est la seule fois où j'ai vraiment douté de ma capacité à continuer d'écrire parce que je me suis dit, je suis incapable de juger de la qualité de mon texte. Si c'est à ce point mauvais alors que je ne pensais pas que c'était mauvais, c'est que je ne peux pas me faire confiance et donc ça ne sert à rien de continuer. Voilà. Mais voilà, ça s'est arrangé, je me suis calmée, j'ai su voir les problèmes dans mon texte, j'ai su admettre tout ça, et ce texte pour moi, il ne vaut rien du tout, donc il ne verra jamais le jour, et c'est très bien comme ça parce que tout n'est pas bon à publier et tout n'est pas bon à achever en fait. Parfois on se lance dans des trucs et il faut accepter que c'est mauvais de bout en bout, ou alors faut tout refaire, mais dans ce cas ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était à la base. Et il faut savoir aussi que les choses terribles de la réalité, les horreurs qui peuvent arriver dans le monde, malheureusement, on ne peut pas toujours les écrire, on ne peut pas toujours les raconter, à moins de vraiment témoigner d'un vrai fait réel. Si on commence à faire de la fiction à partir de ce genre d'horreur, bah on a l'impression que l'auteur il en fait beaucoup trop et que c'est de son esprit tordu que ça sort, mais en fait non. Donc voilà, parfois il faut savoir se contenter de la fiction. Et donc pour cette question, le pire commentaire que j'ai reçu de la part donc d'un bêta lecteur après ça, c'était sur un nouveau texte, d'ailleurs c'est sur l'Omniscient que j'ai écrit pour un concours pour Doors, et ce concours donc demandait une dizaine d'épisodes maximum avec 10 000 films max aussi, donc c'est vraiment très court à lire. C'est sur l'atelier des auteurs si jamais vous voulez le lire, il est donc dans la description le lien. Je l'ai proposé en bêta lecture parce que
j'avais eu tellement peu de lecteurs, en fait je l'ai envoyé au concours très très rapidement et je n'ai donc pas vraiment eu de bêta lecteur sur cette série et ni de lecteur tout court en fait, et je manquais cruellement d'avis. Je voulais vraiment savoir si c'était bien, si c'était pas bien, est-ce qu'on aimait bien lire ça ou est-ce que c'était nul, et en plus j'en étais plutôt satisfaite et du coup je l'ai proposé en bêta lecture sur Facebook encore une fois. Et j'ai eu 2 bêta lecteurs et il y en a un qui parlait à peine français et qui m'a fait des commentaires qui n'avaient aucun sens et puis en plus qui n'a pas daigné me taper à l'écrit, qui m'a envoyé 3 tonnes de messages vocaux avec un accent à couper au couteau, je comprenais à moitié ce qu'il disait et ça n'avait aucun sens, bref. C'est comme si la personne n'avait pas lu mon texte, ça n'a servi à rien. Et le deuxième, il m'a dit que je ne savais pas découper mes paragraphes et que c'était, je sais pas, niveau primaire, quoi. Enfin, je me souviens qu'il avait été extrêmement méprisant sur mes paragraphes, le découpage de mes paragraphes et le passage d'une idée à une autre. D'accord. Et ensuite, il m'avait demandé sur quel thème je m'étais basée pour écrire cette série, puisque cette série était donc pour un concours et je lui avais dit. Et il m'avait dit, mais alors du coup, quel est le thème que tu as suivi ? Quelles sont les contraintes ? Dis-moi tout ça, et moi, je te refais le même texte, mais à ma façon, en 3 jours, et tu vas voir comment moi je vais faire et tu vas pouvoir comparer. Franchement, si vous avez un avis sur ces commentaires, parce que moi je l'ai extrêmement mal pris, je n'ai rien dit à ce type, hein. Moi je suis pas particulièrement à l'aise d'ailleurs avec les gens, donc je n'ai pas envoyé paître le monsieur, mais au final il n'est jamais revenu vers moi, parce que bien sûr écrire ce genre de texte en 3 jours, voilà, moi j'avais dû écrire un épisode par jour et c'était déjà extrêmement rapide, j'avais dû écrire la série en 1 semaine et demie, ou peut-être même moins, et lui il voulait écrire ça en 3 jours, il voulait me montrer comment on fait. Voilà, c'est tout. Il voulait montrer comment on fait. Je trouve ça juste incroyable. Qu'il y ait des gens qui aient ce cran-là, de dire tu vas voir, je vais l'écrire en 3 jours, moi, ta série, donne-moi juste ta contrainte et je vais la refaire et tu vas voir comment il fallait faire. Ça, c'est mon pire commentaire. Maintenant, si vous trouvez que c'était plein de sympathie et de volonté d'aider, surtout dites-le moi parce que ça me permettra de relativiser, mais sinon, voilà. Ensuite, super power, quelle partie de l'écriture ou du process d'écriture est ta plus grande force ? Exemple, les émotions, le fait de montrer plus que de raconter, le premier jet, la relecture, etc. Je pense que ma plus grande force, c'est probablement d'être autrice architecte, donc de beaucoup préparer en avance ce que j'écris, et donc de pouvoir écrire beaucoup plus vite. De manière secondaire, la qualité de mon premier jet, puisque j'ai très peu de fautes d'orthographe de base, même si évidemment je peux avoir des fautes de frappe ou quelques fautes d'orthographe quand je refais des phrases, c'est tout à fait normal de refaire une phrase où il y avait un verbe et puis finalement ça devient un participe passé et ça garde le ER par exemple, ou ce genre de bêtises là. Donc évidemment que j'ai des fautes de frappe, j'ai aussi des répétitions qui traînent, etc. Mais sinon la plupart du temps mon premier jet est correct au niveau de la forme, et bien sûr au niveau du fond c'est pas forcément le cas, c'est là qu'il faut le plus travailler. Petit 5, kryptonite, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse ? Je dirais que les descriptions des persos secondaires passent un petit peu trop à l'as et que parfois je pense que les personnages en général, je les décris pas assez peut-être. Je me concentre sur les personnages principaux, je me concentre souvent d'ailleurs sur les personnages qui vont connaître une romance, mais après, les personnages secondaires, sauf si vraiment ils m'importent, je vais moins les détailler. J'ai toujours peur, je pense, qu'on accorde trop d'importance à un personnage qui a été détaillé de long en large, alors qu'en fait, par exemple, dans La Passe Miroir, tous les personnages ont une description incroyable, et puis on visualise vraiment des trucs un peu fous, c'est très original, c'est détaillé d'une manière très imagée, et pourtant, bah voilà, il y a plein de personnages secondaires qui apparaissent une fois, puis après on entend vite fait parler de temps en temps, mais de loin, et on les voit plus réapparaître. Donc je pense qu'il faut que je travaille ça. Mais mon plus gros défaut, c'est les ellipses. Je n'arrive pas à faire ralentir le rythme du texte. Je fais trop d'actions, trop rapproché, et le lecteur ne souffle pas. Maintenant, je pense que je travaille suffisamment sur ça pour que ce ne soit pas aussi évident sur mes derniers textes, en fait, parce que justement, comme je travaille sur synopsis, j'arrive à préparer les scènes et les moments de repos et les moments où l'action ralentit, et j'arrive plus ou moins donc à me forcer à ça. Mais dans Les Agents du Temps par exemple, qui est envoyé en maison d'édition, je n'ai pas réussi à, je trouve, temporiser suffisamment. Il y a trop de choses qui se passent trop vite, et d'ailleurs je pense qu'il est trop court à cause de ça, parce que je n'arrive pas à ralentir suffisamment. Petit 6, training montage. Quelles forces ou faiblesses ont évolué au fil des années ? Qu'as-tu fait pour améliorer ton travail ? Le travail sur synopsis a évolué énormément parce qu'avant j'y arrivais pas, j'étais comme beaucoup et je me disais que si je travaillais mon synopsis,
ça me démotivait complètement d'écrire puisque je connaissais la fin de mon histoire et que je savais tout dans les détails de comment ça allait se passer, etc. Donc ça ne me donnait pas envie d'écrire. Mais maintenant que j'ai travaillé tout ça, j'arrive à prendre du plaisir sur l'écriture elle-même, sur l'écriture pure des scènes que j'ai déjà prévues en amont. Et donc au début, si j'avais une moitié de synopsis et que j'arrivais pas à trouver ce que je voulais après ça, bah je commençais déjà à travailler sur cette moitié de synopsis. Et ensuite, quand je commençais à ralentir et que je commençais à bloquer sur mon écriture, je reprenais le travail du synopsis et je débloquais plein de choses. Et maintenant, j'arrive à travailler sur un synopsis complet, même s'il y a toujours des petites choses qui manquent. C'est sur ça que j'ai travaillé le plus ces dernières années, donc j'en suis assez contente, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres trucs qu'il faut que je travaille. Et je pense qu'un travail éditorial aide énormément sur ces évolutions. Donc quand j'ai travaillé Nina par exemple, et qu'on m'a un petit peu embêtée pour que je montre ce que Nina ressent dans chaque situation, et toutes ses émotions dans des moments de danger, ou des moments d'angoisse, ou des moments où le temps lui manque, ça je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut travailler, et c'était bonus vraiment avec le travail éditorial de Nina. J'ai appris un petit peu à faire un effort sur ces détails-là, et je trouve que ça a vraiment amélioré mon écriture. Petit 7, Weapon of Choice. Quel programme as-tu utilisé le long de ton parcours? Quel est ton préféré et pourquoi? Alors si on parle de programme, je suppose qu'on parle uniquement de logiciels. J'ai commencé donc avec OpenOffice souvent et puis Word, et j'ai aussi un peu fait du papier puisque j'ai écrit tout L'Appel du Chatral, le roman que j'ai écrit à l'âge de 16 ans, sur papier. J'avais des feuilles volantes, je mettais tout dans une chemise en carton, et ensuite seulement j'ai écrit sur le traitement de texte en retranscrivant tout ce qu'il y avait sur le papier et en modifiant à la volée les choses qui devaient changer aussi. Mais j'ai terminé par utiliser Scrivener, d'abord sur Mac et puis ensuite sur Windows. Je vais clairement rester avec Scrivener. J'ai hésité à un moment donné parce que je voulais pouvoir faire des fiches de personnages et des trucs un petit peu sophistiqués, mais on peut le faire avec Scrivener, et d'ailleurs j'ai fait quelques recherches et j'ai fait des fiches de personnages avec Scrivener, donc on peut faire des modèles spécifiques à notre texte, et ensuite on peut tout simplement ajouter une fiche perso ou une fiche lieu ou une fiche de quoi que ce soit à partir de ce modèle dans un dossier, donc des persos par exemple. Donc je l'ai fait et j'aimerais beaucoup continuer à faire ça et développer un petit peu plus mes connaissances sur Scrivener, et peut-être un jour aussi faire une vidéo sur Scrivener, je ne sais pas si ça vous intéresse, une vidéo sur comment j'utilise Scrivener et les différents outils qu'on a dans Scrivener mais dont on n'a pas entendu parler, par exemple la génération de noms. Je ne savais pas que ça existait dans Scrivener, mais c'est possible, et j'ai créé quelques petits noms comme ça à partir de l'outil de génération de noms de Scrivener pour l'Appel du Chatral que je suis en train de réécrire. Petit 8, Trusted Sidekick. Tous les Batman ont leur Robin. Quel est ton compagnon préféré pour câliner ou consommer durant l'écriture? Est-ce que cela a changé au fil des ans? Je n'ai pas de nourriture préférée quand j'écris, même si j'aime bien avoir ma petite tasse de thé. Et quand je prends du thé le matin et le soir, eh bien il y a toujours possibilité que je sois en train d'écrire à ce moment-là, donc c'est toujours agréable, mais je ne vais pas me faire un thé spécifiquement pour écrire. Et pour ce qui est des sidekicks, il s'agit de Draka et de Taria, deux petites sphinxettes. Draka toute petite et grise, et Taria qui est très ronde et rousse et un peu poilue parce que voilà, certains sphinx, quand il fait froid, ils ont quelques petits poils qui poussent, et elles miaulent beaucoup, vous l'avez peut-être déjà entendu dans certaines vidéos. Donc j'ai ces deux-là qui viennent m'embêter, Draka qui aime beaucoup se mettre sur mes genoux, et Taria qui est plus fan de mon mari, mais qui m'embête aussi de temps en temps. Petit 9, Zero to Hero. Quand tu as commencé l'écriture, quel niveau de succès pensais-tu avoir? Est-ce que là où tu en es actuellement est sur la voie de cet objectif? Sinon, comment ton rêve a évolué au fil des ans? En fait, quand j'étais plus jeune, vu que j'ai écrit très jeune, j'avais très envie, évidemment, d'être éditée le plus tôt possible parce que j'avais cette espèce de sentiment d'urgence qu'il fallait que je réussisse quelque chose le plus tôt possible, et que si je pouvais être éditée à 16 ans, ce serait super et tout. Bref, c'était mon rêve d'être éditée, évidemment, mais je ne comprenais pas exactement ce que ça signifiait d'être éditée, je pense. J'écrivais un truc, j'étais contente, je trouvais que c'était bien, mais du coup, je ne réalisais pas quels étaient les défauts de mon texte, je ne comprenais pas les problèmes qu'il fallait que je corrige. Je me disais que si jamais on me demandait de changer des choses, ça allait être au niveau du scénario, parce que ils connaissent mieux que moi, et que ils vont me dire de refaire des scènes, d'enlever des scènes, de remettre des scènes, machin. Mais je ne comprenais pas réellement la dimension du travail éditorial, je ne réalisais pas que c'était pas juste gagner au loto. Et donc en fait, quand j'envoyais mes romans en maison d'édition, vraiment pour moi je croisais les doigts comme si c'était le loto, quoi. Donc je me disais, faites que ils aiment bien mon texte et qu'ils me disent oui, et qu'ils me disent que je peux être éditée et qu'ils vont me choisir. Et je me souviens que mon père me disait, attention, si jamais un jour tu reçois un oui d'un éditeur, tu sais, tu vas retrouver ton manuscrit rouge de partout, il va y avoir des corrections dans tous les sens, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai été éditée
chez Doors, mais en dehors de Doors, qui est une maison d'édition numérique, je n'ai pas été éditée en maison d'édition et je sais pourquoi. Je sais que les romans que j'ai envoyés en maison d'édition jusqu'à présent ne méritaient pas d'être acceptés par ces maisons d'édition. Je sais quels étaient les défauts de ces textes, je sais ce que je ne dois plus refaire pour éventuellement plaire à des maisons d'édition avec mes textes. Et si jamais mes prochains textes ne sont pas acceptés en maison d'édition, je ne serai pas ni choquée, ni déçue, ni furieuse, ni quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire. Les Agents du Temps, par exemple, je les ai envoyés en maison d'édition, mais j'ai énormément douté des maisons d'édition auxquelles j'allais les envoyer, et au final, j'ai décidé de les envoyer à des maisons d'édition qui étaient très axées romance. Je pense que c'était une erreur, finalement. Mais malheureusement, Les Agents du Temps, c'est une histoire de science-fiction avec beaucoup de romance, et du coup je ne savais pas si je devais plutôt viser la maison d'édition très axée romance avec un peu de surnaturel par-ci par-là, ou si je devais viser la maison d'édition très science-fiction, mais alors là on partait sur des trucs qui ressemblaient pas du tout à ce que j'ai écrit, et je suis d'ailleurs toujours aussi perdue. J'ai reçu un refus, et les deux autres je les attends toujours, mais honnêtement j'y crois pas trop, et même si je reçois des noms, franchement, ça va me faire presque ni chaud ni froid. Si je reçois un oui par contre, vous me verrez sauter jusqu'au plafond, hein, évidemment, et puis je vais crier sur tous les toits que je vais être édité. Mais si c'est un non, je vais savoir m'y faire. Mais mon rêve, c'est toujours de me faire éditer. Ça n'a pas changé en fait. La seule chose qui a changé, c'est ma capacité à encaisser le non et à savoir ce qu'il faut que je fasse pour faire mieux qu'avant. Je considère que je suis quand même un petit peu à mi-chemin du rêve puisque j'ai été éditée chez Doors et que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont considéré ma série comme un texte de qualité, qu'ils ont vraiment apprécié la manière dont il a été reçu par les lecteurs. J'ai l'impression que les lecteurs eux-mêmes l'ont beaucoup apprécié puisque j'ai énormément de commentaires positifs. D'ailleurs, je crois pas que sur Nina j'ai eu le moindre commentaire négatif. J'ai été également éditée avec une autre série qui est sous pseudonyme parce qu'elle est sur un sujet un petit peu sensible et que je ne veux pas de haters ou de personnes qui viennent m'embêter sur ce sujet. En tout cas, j'ai l'impression donc que mes textes ont été jugés bons, que mon écriture a été jugée bonne et je le prends de manière extrêmement positive et j'espère que j'aurai d'autres opportunités de ce type. Pas forcément de séries littéraires, même si je ne suis pas contre l'idée d'en réécrire pour Doors, mais j'aimerais énormément publier en maison d'édition un roman. Peut-être Les Agents du Temps, peut-être pas. Pour l'instant, je ne suis pas ouverte à l'idée d'auto-éditer Les Agents du Temps. J'aimerais vraiment essayer plus, mais je ne sais pas dans quelle maison d'édition l'envoyer. C'est vraiment le dilemme que j'ai en ce moment, c'est où est-ce que je l'envoie? Est-ce que je l'envoie encore déjà parce que j'ai 2 maisons d'édition que j'attends? Et finalement, comme je le disais à mon mari il y a pas si longtemps, je doute déjà des Agents du Temps parce que c'est un roman qui est très axé romance et les enquêtes des Agents du Temps, qui sont des genres de policiers du voyage dans le temps, sont assez secondaires en fait, et j'ai l'impression que ma bêta lectrice, elle a à chaque fois pensé qu'il allait se passer quelque chose d'important avec ses personnages secondaires, etc. Je me disais, pourquoi elle pense que ce personnage va avoir une importance dans l'histoire? C'est vraiment secondaire, c'est juste une petite enquête par-ci par-là. En fait, les personnages vont vraiment traverser plein de petites aventures sans importance, mais il y en a une plus grande, plus globale dans le fond, et je me suis dit j'ai fait quelque chose de travers. Donc je ne sais pas en fait si c'est bien fait. Je n'ai eu qu'une bêta lectrice, et mon mari ne l'a pas terminée pour l'instant parce qu'il a très peu de temps pour lire, vu qu'il travaille à la maison et qu'avant il lisait dans les transports. Donc voilà, je suis en plein dilemme, et je vais m'arrêter sur le sujet. Je considère que mon rêve a quand même fait un grand pas en avant depuis que j'ai été éditée chez Doors, et en plus de ça, depuis que j'ai travaillé donc avec cette coach éditoriale chez Doors, puisque j'ai énormément aussi évolué dans mon écriture depuis que j'ai pu travailler et faire des corrections éditoriales. Je trouve que ça nous apporte un énorme plus de pouvoir travailler avec quelqu'un qui nous aide à écrire un texte équilibré, avec ce qu'il faut d'émotion, avec ce qu'il faut d'action, avec toutes les explications nécessaires pour que tout le monde comprenne le vocabulaire, que tout le monde comprenne le lore, etc. Nina a demandé beaucoup de travail, mais à la fin, franchement, je suis super satisfaite du résultat. Donc, je dirais que j'ai fait pas mal de pas en avant depuis ces rêves que j'avais quand j'avais 13-14 ans. Ensuite, question 10, Remember My Name. Quels auteurs t'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture? Quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture, ton genre de prédilection ou tes goûts? Je vais commencer par citer Serge Bossolo et Pierre Bottero. Ce sont 2 auteurs que j'ai adorés, qui faisaient du surnaturel. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo qui n'est peut-être pas sortie à l'heure où celle-ci est sortie. Mais ces 2 auteurs donc m'ont fait aimer le surnaturel, m'ont fait aimer le fantastique, et c'est pour ça que je voulais en écrire également. Et ensuite, pour ce qui est de textes très précis,
j'écrivais d'abord à la troisième personne au passé simple, et c'est comme ça que j'ai écrit l'histoire de Catherine dans La Fille des Dieux. Mais quand j'ai commencé à écrire L'Appel du Chatral, je venais de lire Twilight, et dans Twilight, le personnage principal parle à la première personne, et j'ai trouvé ça extrêmement vivant, je trouvais qu'on était vraiment à la place de la personne, et je voulais absolument essayer ça. Et donc L'Appel du Chatral, c'est un roman que j'ai écrit à la première personne, mais toujours au passé simple. Et puis un jour, j'ai lu Hunger Games, et dans Hunger Games, on parle au présent. Ça m'a fait vraiment très bizarre au début, hein. Je me souviens que j'ai bugué et j'étais en mode waouh, attends, je relisais les phrases, je crois. Au tout début, ça me faisait un choc. Et puis à un moment donné, je me suis habituée, puis après je m'y suis faite. Et là, après, j'ai voulu vraiment essayer. De toute façon, souvent, j'ai voulu essayer des choses, pas pour m'y mettre définitivement, mais juste pour voir ce que ça fait, d'écrire ça. Et au final, j'ai écrit donc à la première personne, au présent, le siècle des immortels, et finalement c'est comme ça que je préfère écrire, même si depuis j'ai écrit Nina à la troisième personne au présent, et j'ai écrit d'autres choses. Par exemple, je suis en train d'écrire L'Appel du Chatral à la troisième personne du singulier au passé simple, parce que je veux revenir un petit peu aux sources et voir ce que ça peut donner. Mais mes genres de prédilection, c'est toujours donc le surnaturel, la première personne du singulier et le présent. Petit 11. Marvel vs DC, la comparaison est dangereuse. Comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres a-t-il démantelé ou aidé le tien? Un conseil pour surmonter cela? Je ne me compare pas parce que je me trouve toujours moins douée que les autres généralement. Le fait que je sois correctrice aidant bien sûr. Quand je lis des textes qui sont bourrés de fautes, je ne peux pas dire que mon texte est absolument mauvais et tout en comparaison, parce que évidemment j'écris avec assez peu de fautes, en dehors des fautes de frappe encore une fois et des fautes d'inattention. Bien sûr, quand on a la tête dans le guidon, on fait quelques erreurs, mais quand c'est bourré de fautes, qu'il y a des problèmes de virgule partout, etc., évidemment que je ne peux pas dire mon texte est moins bon que celui-ci, machin. Mais globalement, pour un texte aussi bien écrit, je vais systématiquement me dire « Ah, pourquoi j'arrive pas à faire ça comme elle? Ah, pourquoi j'arrive pas à faire ci comme lui? J'aimerais bien faire plus d'ellipses comme ça, j'aimerais bien faire plus de ci comme lui, j'aimerais bien... » En fait, j'aime bien décortiquer l'écriture des autres, donc quand je me compare, c'est souvent parce que je vois que un texte que j'ai bien aimé fait des trucs d'une certaine manière et que moi j'arrive pas à les faire comme ça, et pourquoi est-ce que j'y arrive pas, et donc il faudrait plutôt que j'essaye, voilà. Donc je décortique, je dissèque le texte des autres, et souvent donc j'essaie de comprendre pourquoi j'arrive pas à le faire aussi bien, donc je me compare de cette manière-là. Petit 12, The Obligatory Love Interest. En repensant à tes premiers projets, quel genre as-tu appris à aimer et à détester écrire? En fait, il n'y a pas de genre que j'ai aimé ou détesté écrire, puisque je n'écris que du surnaturel et donc un petit peu de dystopie. Je n'ai jamais essayé d'écrire autre chose. Je ne déteste pas écrire d'autres genres, c'est juste que j'ai peur de me plonger dans, par exemple, le polar pur et dur, parce que je ne connais pas du tout le monde de la police, à quel moment est-ce qu'ils font une garde à vue, combien de temps ça dure, et donc le procès, comment ça se déroule, et donc quel personnage se trouve au procès, et combien de temps ça dure le procès, et après combien d'années il se passe ci, après combien de temps il se passe ça. À partir du moment où il faut que je fasse des recherches, et si je dois commencer à interviewer des gens, ça me fout dans l'angoisse, donc j'évite de le faire. Le jour où j'ai vraiment besoin d'interviewer des gens pour un projet, pour écrire des choses sur des recherches que j'aurais faites, je vais probablement m'y mettre. Mais d'ici là, je m'en tiens toujours à mes genres surnaturels, science-fiction, fantastique, fantasy, tout ce qui s'invente, tout ce qui donc peut résulter de règles que j'ai moi-même inventées, bien sûr. Et puis la dystopie, avec toujours bien sûr un petit aspect qui n'est pas forcément réaliste, mais le but c'est de montrer comment ce serait dans un autre monde où il se passe ça, enfin voilà. Petit 13, Arch Nemesis. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même, ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou détruisent ta confiance? Si j'ai pas une heure devant moi, je n'aime pas me lancer dans l'écriture, parce que pour moi, si j'écris 15 minutes, c'est pas suffisant. Je vais écrire une phrase et demie, et puis je vais me couper en pleine phrase, et je vais dire bon bah voilà, j'ai écrit 15 minutes, et là je dois faire je sais pas quoi, et donc je vais m'interrompre, et je serai en plein milieu de ma phrase, et la prochaine fois, quand je vais revenir devant ma demi-phrase, je vais plus savoir ce que je voulais dire, je vais devoir l'effacer, recommencer, bref, je trouve que c'est contre-productif. Donc je n'aime pas vraiment me mettre à écrire quand je n'ai pas au moins une heure devant moi. Mais je dirais que c'est un peu faux depuis quelques temps, parce que parfois j'ai mon projet d'ouvert, j'ai ma fille qui est tout bébé qui me demande énormément de temps, et donc du coup parfois j'écris des petites phrases par-ci par-là toutes les 5 minutes, parfois c'est toutes les heures, et en réalité je travaille pas une heure continue comme ça. Et puis il y avait aussi un autre argument, c'est quand je confie un roman à lire à mes parents, en particulier à ma mère qui a déjà mis 1 an, et je ne plaisante pas, elle a déjà mis 1 an pour lire un de mes romans, il s'agit de L'Appel du Chatral, la toute première version. J'avais cette excuse de me dire oui mais attends, il faut que j'attende que telle personne lise mon livre parce que je veux pouvoir le corriger avant de commencer l'écriture d'un nouveau roman. Non, ne pas faire ça, ne surtout pas faire ça, parce que ma mère, je l'ai attendu 1 an, et quand je vous dis que j'ai attendu 1 an, c'est que je n'ai pas écrit pendant 1 an, je crois, parce que je voulais pouvoir corriger mon roman avant de faire quoi que ce soit d'autre.
Il y a moyen, hein, il me semble que c'est ça. Hein. Et puis au bout d'un an, elle a fait non, bah tant pis. Voilà. Au bout d'un an, elle l'a pas fini. Non, mais ça, c'est parce que voilà, ma mère ne lit pas de surnaturel et elle n'est pas arrivée à se forcer, puis elle a pas le temps, puis elle est très distraite, donc il faut qu'elle recommence à zéro à chaque fois. Enfin bref, c'est compliqué. Mais donc, je disposais également de cette excuse et maintenant, ce n'est plus le cas parce que quand j'ai terminé un projet, si je dois commencer sur un autre, je commence sur cet autre projet et je n'ai pas de problème pour revenir travailler sur le premier, etc. D'ailleurs, pendant que je travaillais sur Nina, c'était exactement ce que je faisais et quand j'ai travaillé sur cette seconde série que j'ai publiée chez Doors, eh bien c'était pareil, j'ai alterné sur cette série puis sur d'autres choses. Donc maintenant que j'ai l'habitude, je n'ai plus aucun problème pour faire ça. 14. Superhero name. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume? Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en avoir un? Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom? J'étais fière d'écrire depuis toujours, donc j'ai pris mon vrai nom. Sauf que les gens ont commencé à Google mon nom quand ils me rencontraient. Que ce soit mes prochains employeurs ou tout simplement des gens, mes collègues. Et je me suis mise à devoir assumer des bouquins écrits quand j'avais 16 ans alors que j'en avais plus de 20 et que honnêtement je n'assumais plus du tout. Donc en fait je ne pouvais pas vraiment me forcer. Je disais toujours oui mais attention, je l'ai écrit à 16 ans celui-là. Ah oui mais quand même c'est vachement bien, t'as écrit un roman et oui d'accord mais bon vous savez que c'est de l'auto-édition hein, quand même. Oh oui mais bon n'empêche c'est vachement bien parce que j'étais tout le temps en train de me dévaloriser comme ça en disant mais attendez si vous lisez ça va être mauvais. Et d'ailleurs je me souviens d'une fois où j'avais un collègue assez âgé, hein, beaucoup plus que moi, qui a décidé de lire mon roman. Et donc voilà, il a dû l'acheter et tout. De temps en temps, je voyais une petite vente par-ci par-là, je me disais, oh tiens, j'ai vendu mon roman. Et puis un jour, il me dit, ah, tu sais que j'avais lu ton roman. Hein. Et je fais, ah bon, tu l'as lu jusqu'au bout? Et il me fait, oui, je l'ai lu. Et c'est tout. Alors, je vous dis tout de suite, quand quelqu'un vous dit, au fait, j'ai lu ton roman, hein, je sais pas, il y a tant de mois, j'ai lu ton roman, et qui te dit rien d'autre, c'est que... c'est que généralement c'est négatif, hein. Sinon il va te dire bah c'était trop bien et tout, franchement je suis impressionnée parce que si, parce que ça, enfin je sais pas, il va te donner un avis, surtout bah, quand tu répètes attention j'ai écrit quand j'avais 16 ans, hein. Là rien, donc voilà, ça fait partie des avis négatifs hein, qui me viennent juste par pure aura, vous voyez, la personne me dit j'ai lu ton roman mais me dit rien d'autre, ça sent mauvais quoi. Et donc je n'ai pas poussé pour savoir ce qu'il en avait pensé, je n'ai rien dit, et il n'a rien dit non plus, donc voilà. Et c'est pour ça que je continuais à dire attention, je l'ai écrit à 16 ans, ne l'achetez pas forcément. Le problème c'est que j'ai écrit une série après ça. Donc les gens quand ils venaient et qu'ils voulaient regarder à quoi ressemblait mon écriture, ils n'allaient pas acheter la trilogie, ils allaient acheter le roman unique. Donc ils achetaient le roman qui a été écrit à 16 ans. Donc c'est pareil, j'ai commencé un petit peu à ne plus trop assumer et j'ai retiré tout récemment l'appel chatral, donc de la vente. J'ai également un texte utilitaire pour aider à apprendre le Java sous pseudonyme, bon, ça je ne vous en parlerai pas non plus parce que c'est pour apprendre le Java à des personnes qui ne connaissent pas du tout et je ne sais pas si j'ai bien fait le taf et j'ai pas envie que des pros du Java viennent me dire oui mais attention parce que t'as dit les choses d'une manière trop simple et là la formulation est un peu fausse et ci et ça, bref. Donc je préfère ne pas en parler, mais j'ai vendu quelques petits textes, je pense même que j'ai vendu plus de ce guide pour le Java que mes romans. J'aimerais beaucoup pouvoir retirer Le siècle des immortels de la vente, hein, vous savez, mais j'ai payé 800 € pour les couvertures. 200 € par couverture, dont la 4e de couverture qui m'a coûté aussi 200 €, et quand j'ai su que je devais payer 200 € pour l'avant et 200 € pour l'arrière et que c'était pas prévu et que j'avais pas tellement de choix, bah du coup j'ai dit tu sais quoi, je vais mettre la même 4e de couve sur tous les bouquins, et le type il a dit bah ok, et j'ai mis la 4e de couverture sur tous les romans et ça m'a coûté au total donc 800 €. Après 800 € de dépenses, vraiment ça me fait très très mal si je dois retirer les romans de la vente, sachant qu'en plus de ça ils m'ont coûté un certain prix pour les mettre en vente sur Books on Demand pour qu'ils soient commandables dans les FNAC, dans les librairies. Donc je ne vais probablement pas retirer tout de suite cette trilogie, mais j'envisage de faire une intégrale où je vais revoir un peu tout ce que j'ai écrit et peut-être arriver à l'assumer à nouveau. Je vais voir si vraiment j'y arrive, mais ça ce sera après mes projets actuels. Là je suis en train de réécrire l'appel chatral donc c'est pas pour tout de suite. Et enfin comme vous le savez, j'ai également donc une série sur Doors qui est sous pseudonyme à cause d'un sujet sensible et pour laquelle je n'ai pas envie de me recevoir des commentaires de haters, etc. Donc je n'ai préféré pas mettre mon vrai nom et je n'en parlerai pas plus sur cette chaîne. Je voulais également créer un pseudonyme pour écrire des polars surnaturels ou ce genre de choses. C'est un pseudonyme d'homme anglo-saxon, mais je ne sais pas si je l'utiliserai un jour puisque évidemment les gens n'aiment pas qu'une femme française
prennent un pseudonyme d'homme anglo-saxon parce que c'est pour faire genre, ça sonne anglais pour que ça fasse genre t'es traduit, bref. Je m'étais fait un délire sur ce pseudo, je l'avais même choisi avec un collègue super sympa et tout. Je le garde dans un coin comme ça, mais c'est vrai que le jour où j'utilise, je sais pas si je dirais que c'est mon pseudonyme parce que ce sera extrêmement mal vu, je pense. Question 15. Avengers Assemble, tag tes auteurs préférés pour qu'ils le fassent sur leur propre chaîne. Je ne suis pas d'auteur sur YouTube, j'ai suivi About Estelle et je trouve incroyable ses rythmes d'écriture et la quantité de romans qu'elle publie, mais je ne les ai pas lus, ces romans, puisque évidemment elle les garde pour elle, elle écrit pour elle-même, je trouve ça assez incroyable. Moi je ne peux pas, je voudrais absolument avoir mes lecteurs, mais elle arrive à écrire pour elle-même, elle écrit plein de romans, elle les enchaîne, à mon avis elle a dû s'améliorer énormément au fil des années. Voilà, donc je veux bien taguer cette autrice About Estelle, même si je n'ai pas lu ses romans, et je suivais Marie Vareille, je crois, qui a écrit des romans qui ont l'air d'avoir eu beaucoup de succès, mais je ne les ai pas lu ou encore lu, j'aimerais bien les lire, j'aimerais bien essayer un petit peu. Je crois qu'il y a La vie rêvée des chaussettes orphelines comme premier roman, et il y en avait un autre que j'avais dans ma wishlist Amazon, donc je pense que c'est celui-là probablement que je me procurerai si jamais je suis intéressée de lire l'un de ses romans dans les prochaines semaines. Je ne sais plus comment s'appelait sa chaîne, je vous la mettrai si vous voulez en description. Voilà, donc c'est les quelques rares youtubeuses que je connais qui écrivent, et c'est tout pour ce tag. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé, j'ai blablaté sur les textes que j'ai écrits, sur mes dilemmes et sur mes questionnements. Je ne sais pas si c'était intéressant ou si c'était ennuyeux, mais n'hésitez pas à me le dire quand même. Vous me dites tu nous ennuies Charline, et c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Likez ma vidéo, abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.